Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce numéro de votre émission L'invité de l'économie de la semaine. La fraude en général et celle financière en particulier constitue un enjeu important de développement et de la gouvernance économique, surtout dans un contexte des objectifs de développement durable ODD. Question, comment détecter la fraude, comment la prévenir et la gérer? Quels sont ces enjeux et ces défis? Nous essayons de répondre ce soir avec notre invité déjà ici, Emmanuel Hungevu, expert financier spécialiste de la détection, prévention et la gestion des fraudes financières. Monsieur Hungevu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout le plaisir pour nous. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un diplômé de l'Institut de management commercial basé à Londres. Vous êtes aussi par ailleurs titulaire d'un MBA option fraude financière et management des entreprises à l'Université Saint-Xavier de Chicago, c'était aux États-Unis. Je précise aussi que par ailleurs, vous êtes un doctorant enfin pratiquement de cycle, à Concordia University, toujours à Chicago. Alors, monsieur Hungevu, d'abord d'entrée, est-ce que vous pouvez nous proposer une définition ou une clarification conceptuelle de la fraude et surtout de la fraude financière? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, tout le plaisir pour nous de participer à cette émission qui va nous aider à, une fois encore, éclairer les lanternes de vos téléspectateurs. Comme vous le demandiez d'entrée de jeu, nous allons toujours commencer par le mot fraude. Quand nous prenons de façon classique un dictionnaire, quand on parle de fraude, c'est tout simplement des astuces, des stratégies qui consistent à déposséder quelqu'un ou bien une entité d'un certain nombre de biens pour la gouverne de soi-même ou bien pour le profit de soi-même. Ce qui caractérise généralement les situations de fraude, il y a d'abord le comportement. Et ce que nous appelons comportement ici de façon générale, c'est l'intention. L'intention est souvent délibérée, c'est-à-dire je suppose on a fait le programme de pouvoir soutirer de la personne de l'institution un certain nombre d'avantages qui vous profitent vous-même. Donc, c'est situé dans un contexte global, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la fraude. Mais quand nous venons au niveau des entreprises de façon spécifique, comme nous l'avions dit à plusieurs fois, nous n'inventons rien, nous nous basons sur des travaux qui existent. Et nous prenons généralement comme base les travaux du criminologue américain Donald Kresser, qui, pour mieux comprendre la structuration des fraudes au niveau des entreprises, a quand même entrepris un certain nombre de recherches. Oui, il a interviewé 200 personnes condamnées pour les fraudes. Et quand il a fait son interview, il a constaté qu'il y a des éléments communs à ces 200 personnes-là. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a poussé à faire sortir ce qu'on appelle la structuration de la fraude au niveau, ou bien des fraudes financières au niveau des entreprises. Et sur la base de son constat, comme je l'avais dit, il a tout simplement dit qu'il existe des personnes qui vont toujours frauder, quelles que soient les dispositions mises en place au niveau des structures. Ça, c'est une catégorie. Tout à fait. Et deuxième catégorie, il y a des personnes qui ne vont jamais frauder, quelles que soient les dispositions prises, qui ne vont même pas tenter de le faire. Et ensuite, il y a des personnes qui vont frauder si les opportunités sont offertes ou bien si les opportunités existent au niveau des entreprises. En quelque sorte, des fraudeurs opportunistes. Donc voilà ce qu'il a pu détecter. C'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de travaux de psychologie qui mettent en exergue les personnalités de ceux qui se retrouvent dans ce schéma-là. Donc c'est pour ça qu'il a pu détecter. Et ça l'a permis de pouvoir établir, j'appelle ça son théorème ou parfois une théorie, basée sur ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle de fraude, qui prend en compte 3 éléments. Le premier élément, c'est ce que nous appelons la pression.
ou le besoin au niveau des entreprises ou bien au niveau des individus, j'allais dire. Ensuite, nous avons ce que... bon, je vais un peu expliquer au niveau des individus ce que nous ne mettons pas pression. Quand vous travaillez dans une structure, ou même vous-même en tant que personne, quand vous êtes confronté à un certain nombre de besoins, ça peut être, nous avons dit, ça peut être la promotion, ça peut être les besoins d'argent, globalement, ça peut être des besoins financiers, ça peut être aussi même des besoins de résultats au niveau de l'entreprise. Et ces éléments-là sont des éléments qui mettent la pression sur vous. Et que si vous êtes confronté à cette pression-là, que si vous les acceptez, que si vous êtes ouvert à cette pression-là, vous cherchez maintenant au niveau de l'entreprise des opportunités pour pouvoir commettre votre forfait ou bien pour pouvoir essayer de mettre en pratique ce que vous avez vu comme faille au niveau de l'entreprise et en fait la rationalisation. La rationalisation, comme je l'avais dit, un peu, cette dernière partie est un peu surprenante parce que le fraudeur se fait passer pour une victime. Ah oui? Oui, il se fait passer pour une victime au lieu de, dans un contexte global bien général, d'être le coupable, se fait passer pour une victime tout simplement parce qu'il a développé au niveau de son intelligence ou au niveau de la pratique de fraude, un certain nombre de peut-être de sentiments liés au mécontentement au niveau de l'entreprise qui lui permet de se justifier que s'il faisait quelque chose pour se faire de l'argent au niveau de l'entreprise en commettant les fraudes, que ça se justifie de façon pleine et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par exemple, en disant qu'il est maltraité, qu'il n'est pas bien voilà, payé. donc il est conforté dans sa logique. Et cette logique-là rend pratiquement la fraude plus facile ou plus simple à commettre au niveau des entreprises. Donc, ces trois éléments-là, ce que nous appelons donc le triangle de fraude, ou bien le triangle de Kressler, aujourd'hui nous permet, ou bien nous permet ces trois éléments de pouvoir définir les fraudes au niveau des entreprises. Donc, toutes les fois, quand nous nous mettons dans le contexte des entreprises, que nous transposons ces éléments-là, les individus qui remplissent ces conditions-là sont des individus que l'entreprise doit pouvoir commencer par surveiller en griffe ou bien prendre en compte pour pouvoir peut-être éviter qu'on aille à l'étape de fraude au niveau des entreprises. Vous êtes en train de rentrer sans peut-être vous en rendre compte dans les détails en termes de propositions pour les entreprises. Vous n'allez pas faire de la consultation gratuite à nos téléspectateurs. Alors, avant d'aller à ces propositions, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez nous faire une typologie des fraudes, ou spécialement des fraudes financières? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En dehors du fait que les fraudes existent, sont multiples et multiformes, nous avons quand même trois catégorisations. Il y a d'abord les fraudes qui sont liées aux informations comptables. Généralement, ces fraudes-là sont opérées par les initiés, ceux qui maîtrisent les écritures comptables. Et comme je le disais aussi, dans le triangle de fraude, quand nous parlons de la pression de résultat peut faire qu'un cadre de l'employé ou bien même les cadres de l'employé au niveau du management peuvent décider d'utiliser des stratégies de fraude pour faire passer l'entreprise comme une entreprise qui se porte bien. Quand vous prenez aux États-Unis l'exemple de Enron, WorldCom, c'est des entreprises qui ont manipulé l'état financier en tout cas de leur structure pour pouvoir obtenir des prêts sur le marché financier américain. C'est vrai qu'après ça s'est retourné contre elles, mais dans cette catégorie, nous prenons donc dans la catégorisation, donc nous soulignons qu'il y a des fraudes qui sont liées aux informations comptables. Deuxième catégorie, il y a la corruption. La corruption également fait partie d'une catégorie ou bien d'une des catégories. Quand nous mettons corruption, c'est aussi large. Ça a plusieurs formes, ça dépend. Il y a la corruption active, il y a la corruption passive. Et enfin, troisième catégorie, nous avons les détournements d'actifs au niveau des entreprises. C'est-à-dire, vous vous organisez pour commencer par détourner un certain nombre d'actifs. Bon, je ne sais pas
dans le français, puisque nous sommes plus installés dans le système anglophone. Nous, on dit asset. C'est hâtif aussi. Hâtif, ok. Donc, le détournement de ces éléments-là au niveau des entreprises également fait partie de la troisième catégorie des fraudes que nous pouvons citer au niveau des entreprises. D'accord. Alors, allons au concret. Est-ce que aujourd'hui, on peut faire un bref état des lieux de la question de la problématique de la fraude? Est-ce qu'il y a les statistiques concrètes pour évoquer, je dirais, la pratique des fraudes en général? Oui, il existe beaucoup de statistiques et aujourd'hui, les entreprises prennent, si je peux le dire ainsi, la question de fraude avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de sérieux. Si vous prenez selon les recherches de PwC, qui fait partie je pense, des 4 plus grandes compagnies fermes de consultation sur le plan mondial. En matière de fraude? Bon, sur les consultations et les consultations en général, dans les consultations, dans les audits, parce que c'est des entreprises qui sont spécialisées dans les audits. Donc, selon les dernières publications en ce qui concerne, par exemple, la France, 62% des entreprises françaises, par exemple, ont été victimes de fraude. Et quand vous parlez de 62% des entreprises françaises, les questions qui ont été posées dans le cadre de ces recherches aux employés de ces entreprises-là, 47% des répondants ont justifié que ces fraudes-là ont été commises par le personnel des entreprises. Je reviens aussi sur la question du contrôle interne qui joue un grand rôle pour pouvoir détecter ces fraudes-là au niveau des entreprises. Et quand nous prenons des chiffres, au niveau de la France, il y a plus de 2 milliards, parce qu'ils ont dit 1 milliard, je pense 1,7 milliard ou bien 1,8 milliard entre 2020 jusqu'à aujourd'hui, selon les publications qui ont été faites, et seulement au niveau de la France. Quand nous allons passer au niveau des États-Unis, je pense que la publication que j'avais lue a parlé de 1,9 almost billion de dollars. Milliards de dollars. Donc, nous avions également dit que, selon toujours les publications, que les fraudes représentent aujourd'hui entre 2 à 5% de l'économie mondiale. Wow. Donc, ça veut dire que c'est une préoccupation majeure au niveau des entreprises et que les entreprises aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, travaillent d'arrache-pied pour pouvoir un temps soit peu freiner la saignée dans leur structure et promouvoir la bonne gouvernance dans les différentes entreprises, non seulement qui sont confrontées à ça, et également les entreprises qui sont aussi appelées peut-être à être confrontées à ça. L'avantage de pouvoir peut-être avoir la veille et pour pouvoir freiner, pour que nous n'ayons pas les chiffres que nous avons, c'est que les entreprises aujourd'hui qui investissent dans les stratégies de prévention de fraude sont plus aptes à pouvoir confronter les difficultés de fraude quand ces difficultés-là surgissent au sein de l'entreprise, que les entreprises qui n'investissent rien pour pouvoir lutter contre les fraudes quand ça va surgir en leur sein. Donc voilà un peu ce que nous pouvons donner de façon ramassée. Les statistiques qu'on peut donner, nous avons donné de la France, nous avons parlé du plan mondial et également des États-Unis. Au Bénin également, il existe des statistiques. Il y a le gouvernement, je crois, a mis sur pied un document qui retrace un document qui fait le point sur ce qui est possible de faire au niveau des entreprises en matière de la bonne gouvernance. Et je pense que ce document-là existe et que le public peut consulter ça. D'accord. Alors, justement, je ne reviens plus sur cette question parce que vous en évoquiez tout à l'heure dans vos mots introductifs. Est-ce que finalement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'environnement ne devient plus compliqué en termes de contrôle, quand on parle de la problématique des fraudes financières? Tout à fait. L'évolution de la technologie et surtout l'évolution de ce que nous appelons les crypto-monnaies
aujourd'hui rend l'environnement ou bien la lutte contre les fraudes financières de plus en plus difficile. Je voudrais peut-être souligner que quand vous prenez les crypto-monnaies, toutes ces monnaies virtuelles qui existent, il n'existe pas tellement de régulation par rapport à ça. Et si vous avez suivi l'actualité, je pense que la deuxième plus grande société en la matière a déclaré faillite aux États-Unis. Donc, c'est un environnement qui est extrêmement risqué et qui est difficilement contrôlable au niveau des stratégies qui existent. Donc, ça rend le travail au niveau des entreprises de plus en plus difficile. Mais il faut souligner également que les entreprises, au fur et à mesure que la technologie évolue, les entreprises également s'adaptent pour pouvoir trouver des logiciels, pour pouvoir trouver des méthodologies. C'est là où j'en venais. Je voulais dire, mais normalement, avec les nouvelles technologies, ça devait aider davantage aussi bien les entreprises que les États à mieux prendre en compte la question des fraudes financières. Tout à fait. Donc, les nouvelles technologies aujourd'hui, je vais abonder dans ce sens-là, permettent aux entreprises de pouvoir renforcer leurs capacités de lutte contre les fraudes financières. Avec les systèmes informatiques. Tout à fait, avec les systèmes informatiques. Et comme je le disais aussi, le mauvais côté est que tout le monde est accessible à ça. Et quand vous prenez les États-Unis, je donne tout souvent cet exemple parce que c'est l'exemple que je vis tous les jours. Il y a beaucoup de liberté financière et la plupart des activités financières aujourd'hui peuvent se faire en ligne sans se déplacer au niveau de la banque. Je vais vous dire, avant de venir, moi-même, étant professionnel du domaine, j'ai été victime d'une fraude qu'une tierce personne a pu accéder à mon compte bancaire et puis a pu enlever plus de $3,000 au niveau de ma banque. Donc, c'est un exemple qui affecte non seulement moi-même en tant que consommateur, mais qui affecte également les structures bancaires qui existent et auxquelles nous faisons confiance pour faire nos transactions. Donc, c'est pour justifier que nul n'est à l'abri des fraudes financières au XXIe siècle. Ce qui est bien, c'est que la veille permanente, la veille informationnelle, donner les informations. Et les banques aussi suggèrent un certain nombre de tactiques qu'il faut utiliser pour pouvoir savoir qu'en temps, la transaction dans laquelle vous voulez vous embarquer, que cela soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'individu, que c'est une transaction qui n'est pas forcément une transaction originale ou bien une transaction qui ne va pas vous conduire vers un schéma de fraude. Alors, Monsieur Nguevu, dans cet environnement très méfiant où finalement on ne peut même plus faire confiance finalement à 100% à nos structures bancaires ou financières, est-ce que finalement les audits comptables ou financiers ne doivent pas revoir les copies? C'est les praticiens de ces audits comptables et financiers? Non, je crois que le métier d'audit ou d'expertise en audit, ce métier-là a également évolué. Parce que nous sommes quand même au XXIe siècle et les méthodologies qu'on utilise peut-être il y a 10 ans ou 20 ans, on ne les utilise plus, ne sont plus les mêmes, ou bien c'est des méthodologies qui sont aujourd'hui améliorées pour permettre aux entreprises de pouvoir faire face à la nouvelle donne, à la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Il faut avouer que les 10 ou les 20 dernières années, les fraudes ont vraiment évolué. Les fraudes ont connu vraiment comment vous le dites, un essor. Non, un essor. Donc ça évolue. Ça évolue parce que la technologie permet aujourd'hui aux fraudeurs, que cela soit à l'interne ou bien à l'externe, de pouvoir utiliser des outils pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Je crois également que nous avons forcément besoin des fraudes, surtout le contrôle interne, parce que c'est la première, et quand nous voulons résoudre l'équation de fraude au niveau des entreprises, c'est d'abord la première étape. C'est ça qui nous permet que, bon, en temps, au niveau de l'entreprise, il y a telle chose qui se passe et on cherche à trouver des solutions à ça. Et si au niveau du contrôle interne, nous n'avons pas pu trouver de solutions, on peut faire appel à d'autres structures extérieures pour venir peut-être déployer plus de technologie ou bien plus d'expertise
pour permettre aux entreprises de pouvoir s'en sortir, de pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, les audits financiers, comptables sont toujours très, très importants et constituent un outil de gestion que nous devons utiliser et encourager même les entreprises à utiliser, même si parfois, ça ne permet pas forcément de détecter les fraudes au niveau de l'entreprise. Mais c'est toujours un élément de corps au niveau de l'entreprise qu'on doit pouvoir utiliser. Monsieur Omudiabo, quand on parle des fraudes financières, particulièrement, on veut dire finalement aussi les contrôles fiscaux, les contrôles douaniers. Est-ce qu'il y a un lien entre ces éléments ou ces composantes en matière de fiscalité et de contrôle douanier liés aux importations, aux exportations dans nos pays? Tout à fait. Il existe un lien très étroit. Parfois, c'est difficile même de les séparer. Parce que quand nous sommes dans un contexte global de fraude, que cela soit fiscal, que cela soit au niveau de la douane, nous l'avions dit la dernière fois, c'est là où la fraude a été commise qui nous permet de pouvoir donner la catégorie dans laquelle nous pouvons classer cette fraude-là. Si c'est au niveau de la douane, c'est simple, nous allons parler de fraude douanière ou fraude financière au niveau de la douane. Si c'est au niveau des fiscalités, comme je l'ai dit, je l'avais dit au niveau des entreprises, et ça se situe à plusieurs niveaux. Si c'est au niveau de la fiscalité, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise, ça peut être également des stratégies pour ne pas payer les impôts. Donc ça dépend de là où ça se passe pour pouvoir catégoriser ça. Mais toujours est-il que ces structures-là, que ces fraudes-là affectent que cela soit l'entreprise ou bien l'État ou bien le contribuable, comme nous l'avions dit. Et la solution par rapport à ça, quand nous nous mettons dans ce secteur-là, c'est que ce soit le secteur de la douane, bien la douane dépend du gouvernement. Donc, c'est la solution, la première solution serait les solutions qui ont été mises sur pied par le gouvernement pour pouvoir, de façon globale, pour pouvoir amortir ou bien pour pouvoir détecter et prévenir les fraudes au niveau des différents régis qui existent. Maintenant, spécifiquement au niveau de la douane, parce que la douane, quand même, c'est là où c'est le poumon économique, c'est là où l'argent, nous avons une économie purement fiscale. Donc, c'est quand même près de, je ne sais pas, près de 60-70% du budget national et l'argent circule. Donc, dans toutes les stratégies de lutte contre la fraude, il y a d'abord les ressources humaines. Les ressources humaines, je vais te parler des douaniers qui sont censés peut-être avoir une bonne probité, être honnêtes et pouvoir travailler, utiliser les structures qui correspondent à ce que le gouvernement veut par rapport aux résultats pouvoir être atteints pour permettre au gouvernement d'évoluer ou bien pouvoir d'atteindre les objectifs. Et ils ont des objectifs chaque année, on sait il y a tel montant que la douane doit pouvoir réunir pour aller au niveau de la caisse de l'État. Maintenant, en ce qui concerne les autres problèmes que vous connaissez, que je connais, nous n'allons pas rentrer dans ce débat, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier de notre douane parce que quand vous voyez aujourd'hui, plutôt avec la modernisation, voilà, parce que aujourd'hui, vous pouvez faire un certain nombre de transactions sans même vous rendre à la douane. Voilà, donc quand la structure est modernisée et qu'il y a aujourd'hui la capacité de faire des transactions en limitant le contact humain, ça permet également à la douane de pouvoir être non seulement efficace, et également de limiter les fraudes qui peuvent venir des êtres humains ou bien des agents de la douane qui travaillent. D'accord. Parlant toujours des fraudes financières, qu'en est-il par exemple de la question qui est beaucoup évoquée aussi dans l'actualité, le blanchiment des capitaux, le blanchiment d'argent? Oui, nous l'avions dit, nous avons défini le blanchiment d'argent, que c'est tout simplement un certain nombre de stratégies ou bien d'astuces qui permet de masquer, entre griffes, la provenance de l'argent sale pour faire croire que l'argent est propre, en termes vulgaires. Et nous avions également dit les étapes de blanchiment d'argent. Quand nous avions parlé la dernière fois, nous avons parlé essentiellement de 3 étapes. Nous avons parlé de placement, qui consiste à introduire l'argent dans le système bancaire ou bien le système financier, formel ou financier. Donc nous avons parlé également de la deuxième étape qui consiste tout simplement à chercher
à supprimer la provenance de l'argent. Et de la troisième étape, un peu comme une sorte de justification. voilà, que l'argent est propre. Et nous avons donné, bon, le troisième élément, nous avons dit que dès que l'argent parvient à rentrer dans le système financier, on peut commencer par l'utiliser. Donc nous avons donné les exemples. Ben, nous avons également dit qu'il existe plusieurs stratégies pour pouvoir blanchir l'argent. On a parlé de la structuration, où vous avez beaucoup d'argent, mais vous décidez de mettre ça, vous coupez ça et vous mettez ça progressivement sur le marché. Nous avons également parlé du fait qu'il existe des sociétés de façade où vous avez l'argent et vous contournez, vous mettez ça dans le bénéfice de l'entreprise pour pouvoir l'utiliser. C'est également une question préoccupante pour les entreprises aujourd'hui. Et le blanchiment d'argent, le champ d'application est même plus large que les entreprises parce que parfois, selon nos recherches, il y a des hommes politiques, des hommes d'affaires qui bénéficient de la protection des politiciens pour pouvoir peut-être trimballer beaucoup d'argent. Vous voyez qu'aujourd'hui, même quand on en parle, le blanchiment d'argent ou de capitaux, on fait même un lien parfois avec le terrorisme, Tout à fait. les mouvements terroristes. Tout à fait. Je vais peut-être faire le schéma et vous allez comprendre un peu. Donc, comme nous étions en train de le dire, en dehors des appuis que ces gens-là ont, des stratégies qu'ils utilisent, l'argent est utilisé comment? Quelle est l'utilisation qui est faite de l'argent? C'est là où le financement du terrorisme arrive aujourd'hui. Et j'avais dit, dans nos recherches, nous avions constaté que pour lutter contre le blanchiment d'argent, les États ont mis une limite de possession d'argent cash ou bien de retraite d'argent cash au niveau des structures bancaires. Si vous allez dans une structure, j'avais donné l'exemple de l'Europe ou bien de la France, que vous ne pouvez pas prendre plus de 10 000 euros. Et dès que vous demandez ou vous déposez 10 000 euros, le système déclenche automatiquement une alerte, une enquête à votre insu pour pouvoir savoir 10 000 euros, quelle est la provenance, comment est-ce que vous avez pu faire cela. Donc, on regarde vos transactions, la manière dont vous faites vos transactions. Et parfois, il y a des institutions qui arrêtent même l'argent. Et on vous pose plus de questions pour pouvoir... Les États-Unis, c'est la même chose. À partir de $3 000, il y a une alerte qui est envoyée au top. C'est pas pour rien, parfois, lorsqu'on vous délivre un chèque, on vous dit d'attendre 3 jours. Avant de pouvoir faire chose là, pour que le chèque passe dans le système. Et ça permet également de pouvoir vérifier la provenance. Et également au niveau des États-Unis, quand vous faites, je vais donner un exemple aussi, j'ai un cousin qui avait envoyé $5 000 par Western Union. Bon, l'argent devait quitter le Bénin pour les États-Unis. Et au moment du retrait, on a commencé par lui poser beaucoup de questions. Finalement, le FBI a annulé la transaction. Donc, la transaction n'a pas pu avoir lieu. Je pense qu'ils ont retiré leurs sous ici, au niveau du Bénin. Au niveau également des banques, toujours pour pouvoir lutter contre la transaction, il y a aux États-Unis, comme nous faisons le Momo ici, il existe des types de Momo qui permettent de pouvoir déplacer l'argent d'un compte bancaire à un autre. Et ce type de Momo, quand vous le faites jusqu'à un niveau donné, la banque ferme le compte automatiquement et vous envoie la notification parce qu'on n'arrive pas à justifier la personne qui est de l'autre côté qui envoie l'argent sur le compte. On ne sait pas qui. C'est vrai que son identité existe, c'est vrai qu'il a un compte bancaire, mais c'est difficile parfois de tracer ça. Donc, quand vous le faites et ça atteint un niveau donné, la banque ferme votre compte, on vous envoie une autre pour vous signifier que le compte a été fermé, que tout ce que vous avez sur le compte, un chèque vous sera envoyé et puis vous irez faire votre aventure ailleurs. C'est fréquent, surtout au niveau des grandes banques. Quand vous prenez Bank of America, vous prenez Chase Bank, vous prenez Wells Fargo, ça c'est les plus grandes institutions financières, bancaires des États-Unis, donc ça arrive. Donc tout ça là contribue à ce que le système de blanchiment d'argent soit un peu contrôlé ou bien freiné ou même rendre complètement au minimum au niveau des fonds qui circulent. Il y a, si vous suivez l'actualité, il y a des banques qui ont été épinglées au niveau des États-Unis, dont je ne vais pas donner les noms, mais si vous lisez un peu, pour avoir participé
et au système de blanchiment d'argent. La difficulté aussi au niveau des banques ou des institutions financières, il y a des moments où vous ne savez pas que la transaction qui est en train d'être opérée dans votre structure financière provient d'un système de blanchiment d'argent. Il y a des moments où vous ne pouvez même pas le savoir. Dans ce cas, vous serez aussi épinglé quand l'enquête sera déclenchée. Oui, mais aujourd'hui, avec les enquêtes, on va arriver à comprendre qu'en temps vous n'en avez pour rien. Voilà, au niveau des choses là, au niveau des transactions qui ont été effectuées. Ensuite, il y a ce que nous appelons toujours dans le cadre des blanchiments d'argent, nous avons les offshore, les sociétés offshore. Et j'avais expliqué aussi que dans une certaine mesure, dans certaines législations, c'est purement, je ne vais pas dire, c'est purement légal de le faire ainsi. Mais il y a un manque à gagner au niveau de l'État. Quand vous prenez la plupart des entreprises, les grandes entreprises, vous prenez au niveau des États-Unis, vous prenez Apple, vous prenez Facebook, vous prenez Amazon, les sociétés mères même ne sont pas aux États-Unis. Ces sociétés-là, ces entreprises-là s'arrangent pour ouvrir la société mère, soit dans une île, par exemple les îles britanniques, où la taxation du bénéfice à la fin de l'année est très minime. Donc, quand vous, à la fin de l'année, quand vous déposez votre bilan et qu'on regarde, nous supposons que vous avez fait peut-être 5 milliards de bénéfices, vous aurez à payer les impôts sur ça là, par rapport à la structure mère où la société a été enregistrée. Ça peut être peut-être 1% ou 2%, ce qui n'est rien. Donc, certaines grosses entreprises ou grosses sociétés cherchent à je dirais, minimiser l'impôt sur le revenu. Tout à fait. En utilisant des sociétés offshore qui sont à l'extérieur pour pouvoir faire enregistrer la société mère même. Et ceci est, je dirais, malheureusement ou heureusement légal dans certains États. Dans certaines structures, ou bien par exemple aux États-Unis. C'est ce que j'avais expliqué en parlant de loopholes, c'est-à-dire les idées vides que les experts arrivent à exploiter de façon légale pour pouvoir contourner le paiement des impôts jusqu'à un niveau donné. Mais c'est sans compter cette année, quand nous prenons les États-Unis toujours, le gouvernement de Biden a décidé de taxer de 20% toutes les entreprises qui se retrouvent dans ces conditions, parce que les analyses ont prouvé que le montant, l'équivalent de ces montants-là, va jusqu'à 20% de ce que l'État américain paie. Donc ça a donné lieu à beaucoup de négociations pour que ces entreprises-là retournent l'argent au niveau des États-Unis, qui est censé être le pays de provenance de ces entreprises, si bien, ou de ces entreprises-là, alors que ces entreprises-là ne sont pas domiciliées là. Alors que la plupart des chiffres d'affaires, la plupart des revenus de ces entreprises-là se trouvent sur le territoire américain. Donc voilà un peu un exemple concret de comment le blanchiment d'argent peut, je ne vais pas dire, peut être facilité, je vais dire, par les lois qui existent dans certains pays. Il y a même 3 ou 4 États aux États-Unis qui sont constitués comme des offshore, c'est-à-dire quoi? Des sociétés écrans. Je prends l'exemple d'un État puisque ça fait partie. Vous prenez North Dakota. Le législateur dans ce pays-là a décidé de ne pas chercher la provenance des fonds que certaines entreprises utilisent pour faire les dons de campagne. Donc, je suppose que je suis au Bénin, je suis multimilliardaire et je veux faire don de campagne. Je décide tout simplement d'ouvrir une société à North Dakota, aux États-Unis, et j'utilise une partie des revenus de ces sociétés-là pour financer un parti politique ou bien pour financer une loi. Il y a les lobbies pour pouvoir soit financer une loi ou bien empêcher qu'une loi ne soit votée. Donc il y a près de 4 États, dont North Dakota, qui apparaissent également comme des États où on peut favoriser les sociétés écrans. Alors, on tend peut-être vers la fin de notre entretien. Dites-nous, est-ce que finalement, quand on parle de fraude financière, on voit que c'est
un enjeu majeur aujourd'hui, surtout au 21e siècle. Est-ce qu'il y a des défis pour les États, mais aussi pour les entreprises aujourd'hui? Absolument. La question est d'autant plus importante que la lutte également occupe une place de choix dans le choix même des stratégies de lutte contre les fraudes financières, que cela soit au niveau des États ou au niveau des entreprises. Quand vous regardez le manque à gagner, aujourd'hui sur l'économie mondiale, près de 5%, c'est quand même beaucoup pour que aujourd'hui les stratégies de lutte contre les fraudes financières s'intensifient, non seulement s'intensifient, mais s'adaptent à la réalité actuelle, c'est-à-dire en utilisant plus de technologies, en utilisant plus les méthodes actuelles qui sont à la disposition des gens, de ceux qui sont les fraudeurs. Donc, je crois qu'à la date d'aujourd'hui, si nous allons faire le bilan, l'importance des fraudes aujourd'hui appelle également les outils que les États et les institutions vont utiliser. Et dans le cadre de l'Afrique ou bien de l'UEMOA, je pense qu'il y a beaucoup de lois qui existent aujourd'hui au niveau de l'Union européenne ou bien au niveau de la France ou bien au niveau des États-Unis. Il y a beaucoup de lois qui existent, qui aujourd'hui donnent plus de taux, permettent aujourd'hui aux institutions de pouvoir prendre la question des fraudes financières à bras le corps et de mettre ça au cœur des stratégies financières dont on a besoin pour un développement durable. D'accord. Alors, on tend vers les dernières secondes de notre entretien. Monsieur Onguebou, on va parler rapidement des solutions. Finalement, comment prévenir les fraudes, que l'on soit dans un État, dans le cadre purement institutionnel ou public, ou que l'on soit dans le secteur privé? Oui, bon, je crois que, comme je l'ai toujours martelé, tout dépend des acteurs. Quand vous prenez, par exemple, au Bénin, si nous sommes au niveau des États, ce qui peut généralement amener les fraudes, je donne un exemple, les marchés publics. Aujourd'hui, il existe un code de marché public où si vous voulez postuler par rapport au marché public, ou bien si vous avez, il y a un certain nombre de canevas, il y a un certain nombre d'étapes que vous êtes forcément obligé de passer par pour pouvoir postuler ou bien pour pouvoir chercher à prendre un marché public. C'est déjà transparent parce qu'il existe, on va voir votre régularité au niveau des impôts, on va analyser votre état financier. Maintenant, les appels d'offres sont jetés à tout le monde et que par rapport à ça, voilà, sont rendus publics. Et par rapport à ça, vous décidez en fonction de ce que vous pouvez octroyer, vous décidez de faire ce que vous allez, je ne sais pas, les étapes que vous allez remplir pour pouvoir obtenir le contrat ou bien le projet de marché public. Les stratégies qui aujourd'hui permettent de réduire au niveau de l'État, par exemple, c'est vous avez la diminution de l'intervention des ressources humaines. Parce que plus vous mettez les ressources humaines, plus il y a la possibilité de pouvoir aller vers des schémas de fraude. Donc, ce que le gouvernement a mis sur pied, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu au Bénin, c'est quand même très, très, très salutaire par rapport à ce qui est en train d'être fait pour pouvoir lutter, en tout cas pour pouvoir apporter quelques solutions à ce fléau-là des fraudes financières. Maintenant, au niveau des entreprises, ça va de soi et des moyens et de la taille de l'entreprise. Si vous avez les moyens en tant qu'entreprise, la première solution, c'est de doter votre entreprise d'un système interne de contrôle qui vous permet de pouvoir savoir est-ce que ce qui se fait au niveau de l'entreprise obéit à la déontologie que vous avez dans votre entreprise, obéit à la déontologie du plan comptable qui existe dans l'environnement dans lequel vous opérez, et également voir quelles sont les nouvelles technologies qui existent, qui pourront vous permettre de pouvoir contrer ou bien de pouvoir contrecarrer ou bien de pouvoir diminuer l'incident de fraude sur les activités de l'entreprise. Donc, je pense que les solutions dépendent des entreprises en dehors des canevas, de ce que j'ai dit de façon générale, au niveau de chaque entité.
au niveau des États, comme j'ai donné l'exemple des marchés publics, il y a plein d'autres possibilités. Il y a des manuels qui ont été publiés, que cela au niveau des impôts, qui permettent aux entreprises aujourd'hui de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir rester dans les normes de la bonne gouvernance proposée par ceux qui ont eu la gestion, qui ont la gestion de pays. Donc, ça dépend des acteurs. En dehors des solutions globales, les solutions de gestion que nous offrons. D'accord. Donc, en conclusion, on n'a pas forcément besoin d'un expert, un spécialiste en fraude comme vous pour pouvoir faire respecter son entreprise, c'est ça? Pas forcément, puisque les experts coûtent. Si vous décidez de prendre nos services, ça veut dire que si vous êtes une entreprise de taille, vous avez les moyens pour faire. Mais il est toujours utile de pouvoir peut-être s'informer, voilà, d'avoir un système de veille au niveau de l'entreprise. Et par rapport à ça, si l'entreprise n'a pas forcément les stratégies, nous leur prodiguons quelques conseils pour pouvoir faire, quelle que soit la taille de l'entreprise. Voilà ce qu'il faut faire. Je donne un exemple simple. Au niveau du poste, au niveau de là où, par exemple, les chèques sont écrits, la même personne ne peut pas faire plus de 2 ans à ce département-là. Là où on émet les chèques au niveau des entreprises. Je donne un exemple very terre à terre, très terre à terre. Vous m'excusez hein, de l'anglais qui rentre parfois, puisqu'il y a longtemps qu'on est là-bas. Donc, il y a ces genres de solutions que nous prodiguons qui vous permettent tout simplement de pouvoir empêcher le fraudeur, puisque plus les gens restent longtemps à un poste qui a de rapport avec l'argent, c'est juste un exemple, plus ils se familiarisent avec les stratégies, plus ils développent eux-mêmes des stratégies pour pouvoir contourner le système qui existe. Donc, simplement, le séjour des gens, des cadres dans ces différents départements-là doit être le plus court possible. Maintenant, quand vous émettez des chèques au niveau des banques, il y a des stratégies pour permettre à la banque, avant de pouvoir décaisser l'argent, pour une pièce qui permet à la banque que le chèque provient effectivement de la structure que vous représentez ou bien que la structure pour laquelle vous êtes venu faire une opération. Donc, il y a plein d'un truc, plein de stratégies, de systèmes, d'astuces que nous recommandons aux entreprises de faire. Vous pouvez ne pas penser à ça, mais nous, on est là, on est formés pour ça. Nous allons tirer votre attention sur ça. Donc, vous avez toujours besoin de quelqu'un qui s'y connaît, surtout avec les nouvelles technologies, pour vous orienter et pour permettre à l'entreprise quand même d'être préparée, de ne pas être trop vulnérable aux questions de fraude financière qui existent. Emmanuel Mungebo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert, spécialiste en détection, prévention et gestion des fraudes financières. Vous êtes, par ailleurs, je le disais, doctorant à Concordia University, c'était aux États-Unis. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu dans notre émission, ce numéro consacré à la problématique des fraudes financières à l'ère du développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers journalistes. Tout le plaisir a été pour nous de partager ces moments. Le temps étant très court, donc nous n'avons pas pu rentrer dans des détails profonds et je suis sûr que dès que le besoin va se faire sentir et que les gens auront besoin de nous, nous allons leur donner les stratégies, les astuces pour pouvoir faire le travail et rendre leur société plus gouvernable. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission, l'invité de l'économie de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.